Et notre but est de partager la modeste connaissance que nous avons accumulée depuis plus de 15-20 ans avec ceux qui veulent bien l'acquérir, conscient que dans ces 3 domaines en général, ce sont des domaines où il n'y a pas de formation, il n'y a pas de licence en art oratoire ou de master en art oratoire, et il n'y a pas encore quelqu'un qui a commencé à faire un doctorat en art oratoire, du moins je sais pas en Afrique. Probablement dans les autres continents, ils sont suffisamment fous pour se lancer dans de telles initiatives. Et il n'y a pas des études à proprement parler pour devenir écrivain. Si quelqu'un sent envie que il n'a pas forcément envie de devenir médecin, il n'a pas forcément envie de devenir ingénieur, il a envie de manipuler les mots, les lettres et composer des choses qui construisent la société. Et il n'y a pas à proprement parler une école d'entrepreneuriat. Beaucoup d'écoles ont essayé de lancer des filières ces 10 dernières années en management d'entreprise, gestion d'entreprise. On trouve beaucoup de mots, mais on remarque que les écoles ne se lancent pas dans des filières d'entrepreneuriat. Parce que prétendre vouloir former les gens à l'entrepreneuriat, c'est prétendre vouloir transformer les gens. Parce que les trois aspects du club Label Afrique sont des aspects où l'être humain est obligé de se transformer. En la manipulant la parole, on se transforme et on transforme les autres. En manipulant l'écriture, on se transforme et on transforme les autres. En manipulant l'entrepreneuriat, on se transforme et on transforme les autres. Les autres disciplines sont très importantes. Le but pour nous ici n'est pas de remettre en question les autres filières, les autres formations, mais nous voulons ramener la jeunesse africaine à la base même de ce qu'est la formation, à la base même de ce que chacun de nous devrait maîtriser avant même de chercher à maîtriser autre chose, à savoir parler, écrire et entreprendre. Parce que ces 3 aptitudes sont des aptitudes qui feront de toi, de moi et de nous ensemble des leaders de demain, des champions, des personnes capables de se réinventer, peu importe le domaine dans lequel ils se trouvent, des personnes capables de se recréer une nouvelle carrière, des personnes capables de se recréer un nouvel environnement de déploiement. Parce que tu maîtrises la parole, parce que tu maîtrises l'écriture et parce que tu sais entreprendre. Il y a une réelle complémentarité entre ces 3, j'allais dire, talents, entre ces 3 dons, ou alors entre ces 3 outils. On peut les appeler comme on veut. Mais le plus important est de comprendre que, en soi, la parole n'est pas la finalité. L'écriture n'est pas la finalité. Et l'entrepreneuriat n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'autre. La finalité, c'est toi. La finalité, c'est moi. La finalité, c'est la communauté, c'est le peuple, c'est les clients, c'est les destinataires. C'est eux la finalité. Et j'aurais même pu dire, on peut aller encore plus loin. La finalité, c'est le problème que les gens rencontrent, les difficultés par lesquelles les gens passent. Et c'est cela qui constitue alors ce dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir la vision. La thématique d'aujourd'hui est intitulée comme ci. Prendre la parole pour porter une vision. Prendre la parole pour porter une vision. Tout le monde parle. Moi, si on n'a pas des difficultés d'ordre psychologique ou médical. En principe, tout enfant qui naît avec en lui la capacité de pouvoir remuer la langue et former des mots. Mais cette capacité est entraînée dans le contexte où l'enfant grandit. Si vous prenez un enfant qui est né au Maroc, dans une famille marocaine, avec un père et une mère marocaine, et que dès sa naissance, vous le déplacez, vous le mettez dans une famille à Kinshasa, lorsqu'il aura 12 ans, ce petit Marocain va vous jongler le lingala comme s'il était... Exactement. Pourquoi? Parce qu'on l'a plongé
dans le contexte. Il a grandi en remuant sa langue au travers de ce qu'il entendait et de ce qu'il pouvait répéter. Et si demain vous lui demandez de quelle nationalité es-tu, il aurait un peu de mal à répondre. Il dirait, je suis né de parents marocains, mais je suis congolais. Les Congolais vont le regarder en disant, tu n'es pas congolais. Parce qu'ils vont se limiter peut-être à l'aspect visible. Non, et il va les répondre en lingala, en utilisant même certaines expressions du quartier profond. Pour lui dire que non, je suis même plus congolais que toi qui me parle. Parce que je connais l'histoire de ce pays, j'ai grandi dans ce pays. Il peut même dire que non, l'histoire de ce pays coule dans mes veines. Et on comprend par là que le parler est une puissance. Quelqu'un qui sait parler pourra difficilement être mis en difficulté dans un domaine. Prenons le cas. Tu fais quoi comme étude? Ok, tu as fait quoi comme étude? Un peu de droit. Ok. Ok, donc son repas professionnel est composé d'un peu de zeste du droit, un peu de zeste de l'administration des affaires, puis sur lesquels on a saupoudré certainement un peu de zeste de maîtrise de la parole, un peu de zeste de rebelle, au sens de rebelle, hein, tu mets tiré un trait d'union entre re et belle. Donc, c'est très important quand on pense au cas. Si aujourd'hui, elle n'est pas à mesure de parler du droit et de parler de l'administration des affaires, on aura un peu du mal à croire ce qu'elle nous dit. Pour l'instant, on peut prendre ça pour monnaie comptante. Mais si demain, tu crées ton entreprise et que tu veux recruter quelqu'un qui a des compétences en droit et en management des affaires, tu ne vas pas te limiter à ce qu'elle vient de dire. Tu veux l'entendre parler. Tu veux l'écouter. Et c'est pour ça qu'on part en entretien d'embauche. Quand on va en entretien d'embauche, c'est un espace oratoire. C'est un espace où on veut t'entendre parler. On veut savoir si ce que ton CV dit est réel. Est-ce qu'au fond, ce diplôme que l'école t'a décerné, tu es vraiment capable de t'exprimer dans le domaine? Vous savez très bien que le diplôme, c'est le présupposé que tu es censé connaître la chose. Le diplôme ne dit pas que tu connais la chose. Le diplôme d'ingénieur ne dit pas que tu es un ingénieur. Le diplôme d'ingénieur est un message, un discours, un logos qu'une institution établie te donne, un peu comme un ambassadeur de cette école qui te donne un document, un papier écrit, qui est en réalité la mise par écrit d'une déclaration de la parole du directeur. C'est comme si le directeur prenait la parole devant le monde entier et pour dire, tu m'appelles ton prénom s'il te plaît, Ali Matou. C'est comme si le directeur de l'école, de cette business school, prend la parole devant une espèce de chaîne de télé regardée par tout le monde et il prend un micro ou un mégaphone, il dit, moi tel, directeur de telle école, je déclare que mademoiselle Ali Matou, pendant 5 ans, a été dans mon école, elle a suivi tous les cours, elle a validé tous les modules et elle est compétente en matière de droit et de gestion d'entreprise. Puisqu'il ne peut pas faire ce discours tous les jours, pour qu'on puisse l'écouter, il va donc mettre ce discours par écrit. Vous voyez comment la parole devient écrite. Et c'est pour ça que la gestion des diplômes dans un pays est une chose extrêmement sensible. On peut faire de faux diplômes parce que les gens connaissent la valeur de ce diplôme. Les gens vont prétendre que tel écrit, c'est telle personne qui l'a dit. Mais en réalité, quand on va mener des enquêtes, on va dire que non, cette personne-là, quand elle parle souvent par écrit, c'est souvent sur un type de papier, et puis on regarde comme ça à la lumière, il y a comme il y a des filigranes. Donc on sécurise la parole. Le ministre de l'Éducation va sécuriser sa parole. Il va se dire non, je ne peux pas permettre que ma parole soit utilisée par n'importe qui.
Et donc, il va mettre en place tout un dispositif pour sécuriser sa parole. Et une fois qu'il te remet ce document, tu es contente, tu es fière de toi, parce que désormais, tu transportes la parole de quelqu'un. Dans ta valise, tu transportes la parole de quelqu'un. Et la parole de quelqu'un d'important. Et demain, quand tu vas aller demander du travail, tu vas présenter que voici quelqu'un qui parle de moi mieux que moi-même. Voici quelqu'un qui dit qui je suis. Mais encore, à un moment donné, on va recevoir ça, on va dire, ah oui, non, c'est très bien. Tel ministre atteste qu'au Maroc, elle a fait ceci, 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 ceci. Ok, on va dire, ça c'est bon. Maintenant, on va appeler mademoiselle Alimatou, on va dire, asseyez-vous. Maintenant, vous devez maintenant décoder la parole qui a été encodée. Le directeur a encodé une parole dans un document écrit et maintenant, on veut écouter mademoiselle Alimatou pour décoder cette parole. Et ce décodage va permettre à mademoiselle Alimatou de restituer ce qu'elle a appris. De dire à son futur recruteur, à son futur patron, que en réalité, ce que le ministre a dit n'est qu'un écho de ma personne, n'est qu'un écho de la professionnelle que je suis. En réalité, il y a des aspects encore plus riches. En réalité, ce document ne vous donne pas... C'est-à-dire que non seulement je suis à la hauteur de ce document, mais je le dépasse. Pourquoi? Parce que depuis que, avant d'avoir ce document, voilà d'abord ce que j'ai fait. Pendant que j'étais en train d'avoir ce document, en parallèle, voilà ce que je faisais. Et même après que j'ai eu ce document, je suis passé par tel endroit. Et là, on est dans l'art oratoire. L'art oratoire, c'est l'occasion qui nous est donnée de décoder une information, j'allais dire, compressée de nous. À chaque fois que vous allez vous tenir devant un auditoire, cet auditoire aura toujours une information compressée de vous. Peut-être que la personne qui va précéder l'orateur l'aura introduit, va présenter son parcours. Voilà, nous avons écouté tout à l'heure mademoiselle Jenny, elle est de nationalité haïtienne, elle est arrivée au Maroc en tel nombre d'années, elle fait ceci, elle fait cela, et puis la personne s'arrête. Et quand mademoiselle Jenny monte, vous avez déjà une information contractée de vous. Et l'information qu'on vient de vous donner, là déjà en fait, vous avez des clichés. Au sens neutre du terme. Ce n'est pas d'abord négatif. Mais on vient de vous donner un cliché. Tout le monde sait ce que c'est qu'un cliché à la base ici? Oui. Un cliché. Okay. Je ne parle pas des clichés au sens figuré, de l'idée qu'on se fait de quelqu'un. Le cliché au sens photographique du terme. En photographie, aujourd'hui on travaille avec les appareils numériques, mais moi j'ai eu le plaisir, quand j'étais adolescent, quand je commençais en photographie, de travailler avec les appareils argentiques. Quand tu faisais de la photo avec une bobine, tu prenais ton appareil photo, tu ramenais au laboratoire. Et puis, on développait la bobine. Et on te rendait quoi? Des clichés. Et tu pouvais donc regarder ta bobine de 32 à 36 clichés pour regarder, ah, mais ce cliché-là, il a raté parce qu'il y a eu trop d'exposition à la lumière. On le barre, on ne pourra pas l'utiliser. Et à chaque fois qu'on validait un cliché, on renvoyait maintenant au laboratoire qui passait par la chambre noire pour passer dans le révélateur. Et le révélateur venait maintenant nous dire ce qui était dans le cliché. Et ensuite, on pouvait donc imprimer la photo. Mais cette photo, en fait, en réalité, n'est qu'un écho d'un cliché. Le cliché peut rester, il peut demeurer, s'il est bien conservé à la bonne température, peut demeurer même 10 ans, voire même parfois 30 ans. Et à chaque fois que, si le carton imprimé se détruit, on peut revenir au cliché. Mais ce qui était, ce qu'on avait constaté, c'est que si je viens et je fais un cadrage de cette pièce, je fais un cliché, et je sors dans la rue, je montre sur la photo issue de ce cliché aux gens, je dis, regardez, toutes ces personnes sont en train, on est en train de les bastonner, ils sont retenus prisonnières, elles sont retenues prisonnières contre leur volonté, et en plus, on les fait dire ce qu'elles ne veulent pas. Qu'est-ce que les gens qui m'écoutent auront comme preuve
que ce que je dis est vrai ou faux. Ils n'auront pas de preuves. Et c'est pourquoi, si jamais ce que je dis amène à ce qu'on vienne, par exemple, et je dis, ah, le monsieur qui est derrière la caméra, c'est lui le responsable. C'est lui qui les a tous arrêtés. Il a des complices. On va venir, on va le capturer. Mais qu'est-ce qui va se passer selon le droit? On va lui donner la possibilité de se défendre. Et donc, il va faire un plaidoyer. Il va plaider sa cause. Il va dire, mais non, ce n'était pas une pièce dans laquelle on torturait des gens, c'était une pièce dans laquelle on torturait l'analphabétisme. Il va dire, ah, mais de quoi il parle? Il dit, oui, nous avons un club. Ok, on commence l'écoute, on dit que, messieurs, mesdames, les jurys, chers publics, sur les réseaux sociaux, il y a eu un bad buzz sur mon nom. On a raconté que moi, Joseph, j'avais enfermé des personnes dans une pièce pour les torturer. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous révéler la vérité. Oui, je suis un tortionnaire, mais pas de ce que vous pensez. Ah bon? Oui, je torture le manque de connaissances. Je torture la peur. Je torture l'incompétence. Voilà ce que je torturais dans cette pièce. Et oui, nous avons des outils, nous avons des guillotines, nous avons toutes sortes d'instruments pour torturer toutes ces choses. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi on vous a accusé? Oui, on nous a accusé simplement parce que nous voulions justement vous rassembler ici pour exprimer notre projet. La personne qui est venue vous accuser, c'est mon complice. Nous voulions faire savoir à cette société, à ce monde que, évidemment, l'ignorance, c'est une chose qu'il faut torturer. Il ne faut pas torturer les enfants, il ne faut pas torturer les femmes, il ne faut ne pas torturer les hommes, il faut torturer le manque de connaissance. Et voilà donc une occasion d'art oratoire, fabriqué par des personnes pour arriver à atteindre leur vision. Mais si ces personnes n'avaient pas eu l'occasion de se défendre et que personne ne les avait convoqués, la rumeur se serait dissipée. On aurait raconté que, oh, il y a des choses dangereuses qui se passent. Il y a un endroit où on séquestre des gens, on les torture, on les fait... Et chacun va raconter l'histoire à sa manière. À chaque fois que quelqu'un va entendre un bout de l'histoire, il va rajouter sa part, il va rajouter un aspect. Et puis un jour, lorsque vous qui étiez là ce matin, vous allez entendre cette même histoire, vous allez dire, ah, je ne me reconnais pas dans cette affaire. C'est vrai que mon nom est cité là-dedans, c'est vrai qu'à telle date j'étais à cet endroit, mais tout ce qu'on raconte autour n'est pas vrai. Et c'est là qu'il faudra encore une autre catégorie d'orateurs, d'artistes orateurs, une autre catégorie d'orateurs. Ça s'appelle, comment on peut les appeler? Les personnes qui vont prendre sur eux de venir restituer la vérité. Des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui doit être un bon orateur. Quelqu'un va venir lever la main et dire que j'étais là ce jour. Je sais ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et la manière de s'exprimer de ce témoin va pouvoir donner du crédit ou pas à ce qu'il dit. Si la personne parle en bégayant, si la personne à chaque fois qu'il veut raconter une histoire se met à hésiter, tout ça va jeter du crédit ou du discrédit à ce que la personne est en train de dire. Une autre situation d'art oratoire. Et on pourrait poursuivre comme ça, et encore, et encore, et encore. Au quotidien, on est appelé à prendre la parole. On est appelé à prendre la parole. En famille, on est appelé à prendre la parole. On t'accuse pour ce que tu n'as pas fait. On t'accuse pour ce que tu n'as pas fait. Très souvent dans les familles où on vit avec les enfants, moi je me souviens quand j'étais petit, un vase a disparu dans le meuble de la maison. Et il se trouve que c'est moi qui avais rangé le salon, l'armoire et fait le grand ménage. Et je me souviens que j'étais au tribunal de la mère. C'était moi le coupable. Et elle disait, où est mon vase en porcelaine? Si tu l'as cassé en le nettoyant, dis-moi la vérité. Et je me retrouve, je me revois encore les larmes dans les yeux, clamant mon innocence, clamant l'injustice. Moi, j'ai voulu faire plaisir.
j'ai fait le grand ménage, j'ai nettoyé, rien ne s'est cassé. Non. Mais où est le vase qui était posé là tout le temps? Où est ce vase? J'étais perdu. Je n'étais pas encore un bon orateur. Ah, si j'avais été un bon orateur à ce moment-là, j'aurais parlé avec lyrisme, j'aurais exploité mes larmes, je serais dans la vérité, mais aussi dans la démonstration de la vérité. Parce que la vérité ne suffit pas, mes chers amis. Il faut également savoir montrer et démontrer cette vérité. Combien d'innocents sont en prison parce qu'ils n'ont pas su se défendre? Combien de couples se sont brisés parce que tel n'a pas su exprimer que non, je suis innocent. Ce qu'on te dit de moi n'est pas la vérité. Même ces images qu'on te montre, ce n'est pas la vérité. Même si tu m'as vu sortir de la gare en tenant cette fille-là par la main, ce n'est pas ce que tu crois. Mais au lieu de démontrer la vérité, on essaye de montrer ses émotions. Ce n'est pas mauvais en soi de montrer ses émotions, mais cela ne suffit pas souvent. Cela ne suffit pas souvent pour arriver à gagner devant une situation où on estime que oui, là, on devrait gagner. Et j'avais été pur. Je me souviendrai encore jusqu'à la fin de mes jours de cette bastonnade. Elle était particulièrement douloureuse. Et du haut de mes 9 ans, ça faisait très mal. Je me souviens que j'avais moins mal physiquement que dans le cœur. Parce que je savais que je n'ai rien fait. À un moment donné, même, j'ai commencé à me culpabiliser que, est-ce qu'en fait, peut-être que ça s'est cassé, je ne me suis pas rendu compte. Parce que la situation était telle que il fallait la vérité. Mais la vérité était monstrueuse. La vérité était laide. La vérité était criminelle. Parce que le vase avait été dérobé par l'un de mes frères, qui est allé le revendre. On était ados. Chacun a fait ses casseroles. Mais là, j'étais innocent. Peut-être que certaines choses étaient coupables. Mais là, cette fois-là, j'étais innocent. Il aura fallu qu'un jour, en marchant, ma propre mère retrouve et reconnaisse son vase. Puisqu'elle avait ramené son vase là, je ne sais d'où. Elle le connaissait, elle savait que dans cette ville-là, il n'y a pas beaucoup de vases comme ça. Et effectivement, l'endroit où le vase était revendu, ce n'était pas un endroit où les vases honnêtes se vendent. Là où c'était posé dans ce marché de la capitale, elle savait que ce n'est pas arrivé là-bas par des voies honnêtes. Et puis, elle va aller chercher mon oncle, qui est mon frère oncle, qui était commissaire de police. Elle va venir embarquer ce gars. Et c'est là qu'il va révéler la vérité. Et je me souviens. Et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. Le jour où ma mère rentre et qu'elle se rend compte que j'avais été injustement puni et qu'elle me regarde, elle me dit, tu avais raison, je me suis évanoui. Je n'ai pas pu supporter. C'était une émotion incontrôlable. En fait, pendant 3-4 jours, j'avais l'impression que je ne vivais plus. Et cette information est arrivée comme une bombe atomique. Je dis donc, en fait, réellement, j'étais innocent. Et réellement, je me suis évanoui. Et vous allez vous retrouver souvent comme ça dans des situations où vous serez devant un auditoire, où la pression va vous pousser à l'évanouissement. Littéralement. Si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas entraîné, il y a des gens qui s'évanouissent. La dernière fois, je vous ai raconté l'histoire de quelqu'un qui a fondu en larmes. Elle pleurait. Et elle ne pleurait pas parce que ce qu'elle racontait, c'est vrai que ce qu'elle racontait était touchant et autres. Mais elle a été submergée par la pression de l'auditoire et mélangée avec l'émotion qu'elle essaie de traduire, elle a fondu en larmes. Et c'est devenu une espèce de deuil où elle ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Et elle n'a plus continuer. Il y avait encore au moins 10 minutes d'expression. Elle est sortie, elle est partie. Elle avait peur à se calmer. Donc c'est pour dire que l'art oratoire est un outil extrêmement important. Et j'estime que chacun doit être formé à l'art oratoire. Ce n'est pas parce qu'on appelle cela art oratoire que c'est du jeu. C'est une sorte de jeu, mais c'est un jeu extrêmement important. C'est un jeu extrêmement dangereux. La manipulation de la parole n'est pas une affaire
d'enfants, j'allais dire. La manipulation de la parole, c'est pour des adultes, c'est pour des personnes matures, c'est pour des personnes qui savent ce qu'ils ont à accomplir. Dans le fonctionnement normal de notre société, je dis bien normal, c'est l'homme qui fait la cour à la femme. Je crois. Sauf que les femmes ont d'autres atouts qui ne parlent pas, mais qui crient. Si une femme, mon cher ami, décide qu'elle va te conquérir, je ne suis pas sûr que tu as beaucoup de chance. Elle ne viendra pas te le dire en face, mais elle va mettre en place un ensemble d'outils, un ensemble de stratégies. Et au moment donné, tu auras l'impression que c'est toi qui mènes la chose. Tu auras l'impression que c'est toi qui es venu dire: ah, mademoiselle Carole, je vous vois comme une sorte de pot de colle. Est-ce que vous ne vouliez pas venir à l'école de mon amour? Tu auras l'impression que c'est toi qui mènes la danse. Mais en fait, elle a 15 coups d'avance sur toi. Elle a tout planifié jusqu'au jour où tu devais venir lui parler. Et l'art oratoire joue énormément sur la mise en scène. Il n'y a pas d'art oratoire sans mise en scène. Il faut de la mise en scène. Et je le répète encore, si vous êtes dans ce club d'art oratoire, d'écriture, d'entrepreneuriat, vous devez vous réconcilier avec l'idée de la manipulation. On va vous accuser de manipulateur. On va dire que vous êtes manipulatrice. Mais vous devez être convaincu de qui vous êtes. Ah, j'entends souvent régulièrement que je suis un manipulateur. Mais je dis souvent que non. Je ne suis pas un manipulateur. Je manipule les mots à leur hauteur. Et c'est pourquoi vous pensez que je suis un manipulateur. Je manipule le verbe à sa hauteur. Je suis un acteur. Mais un vrai acteur, au sens où j'actionne les idées, j'actionne les mots, j'actionne les projets. Je ne suis pas un acteur au sens où je joue avec la vie des gens. Que parfois, c'est un peu ce qu'on fait. Mais on ne joue pas avec. On ne joue pas avec la vie, mais on joue avec la vie. C'est pour ça que j'aime le français. Mais l'anglais aussi. Quand on sait utiliser les mots, on saura faire passer son idée. Et donc, si vous avez peur, on trouve que, oh, parce que vous parlez bien, je n'ai pas oublié l'affaire de la drague, hein, j'arrive. Oh, parce qu'on dit que vous parlez bien, ça veut dire que vous êtes un manipulateur, une manipulatrice. Vous n'allez pas vous en sortir dans le domaine de l'art oratoire, de l'écriture et de l'entrepreneuriat. Parce que, quand vous allez bien écrire, on va estimer que non, c'est juste parce qu'elle sait écrire. Sinon, en réalité, c'est pas vrai. C'est juste la manière dont elle le dit qui fait croire que c'est vrai. Parce que c'est beau. Elle écrit avec poésie, tout ça, mais en réalité, c'est pas vrai. Si vous êtes un bon entrepreneur, on trouvera que vous êtes un voleur. Parce que vous réussissez à vendre. On estimera que non, vous n'êtes pas sérieux. J'ai une formation que je donne sur la vente. Et un des exercices que je fais faire aux gens, c'est que je les envoie vendre du vent. Le vent qui suit. Et si tu réussis à vendre le vent à quelqu'un, je pense que tu peux tout vendre. Et je suis parti de cette idée parce que certaines personnes disent souvent que « oh non, celui-là, il vend du vent ». J'ai dit « ok, d'accord, très bien, je peux le faire, je peux vendre du vent ». Et moi, j'ai vendu du vent. J'ai vendu du vent. Je me souviens, il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'étais à Rabat et j'avais dans ma poche un papier froissé. Et puis il y a une jeune femme qui est arrivée et j'ai sorti le papier froissé. Puis
Puis j'ai commencé à lui vendre le papier français. C'était un papier que je voulais jeter, mais comme j'étais dans la rue, je ne voulais pas jeter des ordures par terre. Souvent je marche, je cherche une poubelle pour jeter les ordures, en général c'est dans la poche. Et je crois en 5-7 minutes, elle a acheté mon papier à, je crois que c'était à 3 dirhams. Puis elle est allée dans son sac, elle est partie chercher 3 dirhams. Et puis il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient à côté, ils n'en revenaient pas. Que j'ai vendu, elle a vraiment acheté le truc. Et elle était convaincue qu'elle venait de faire une belle affaire. Et moi aussi j'étais convaincu que j'avais fait une belle affaire, 3 dirhams. Et puis les gens commencent à dire, ah non, je suis une femme, j'étais un manipulateur. Je dis non, je suis un entrepreneur. Je dis, mais pour vous, ce n'était pas important. Mais elle a trouvé que ce papier qui allait finir là-bas était quelque chose d'important pour elle. Et elle était prête à payer 3 dirhams pour ce papier. Elle a payé 3 dirhams. Et je me suis dit, mais j'aurais dû demander 30 dirhams. Comme c'était un exercice que je faisais pour moi, donc j'ai demandé 3 dirhams. Mais j'aurais pu demander 30 dirhams, ça m'aurait fait un sandwich ou un tacos. Suis-je un manipulateur? Je pose la question. Je suis toujours dans la parenthèse. Suis-je un manipulateur pour avoir fait cela? Ça dépend du but. Le but, c'était de gagner de l'argent en résolvant le problème de quelqu'un. Je pense que c'est pas de la manipulation. Qui pense que c'est de la manipulation? Différemment. Okay. Moi aussi, je pense que c'est de la manipulation. Et c'est de la manipulation. Ok? Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que la manipulation, c'est simplement le fait d'amener quelqu'un d'un point A à un point B. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de passer de ce point à un autre, c'est de l'amener. Comment faire pour expliquer à quelqu'un que tel projet, tel événement, tel produit, telle personne, tel article est bon pour elle? Demain, Alimatou veut changer de boulot. Elle a besoin de références. Et elle vient me voir, elle me dit, M. Kenfa, est-ce que vous pouvez me rédiger une lettre de recommandation pour telle organisation internationale dans laquelle je voudrais postuler? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans la lettre? Je suis en train de manipuler le recruteur. Ah ouais, je vais vous choquer ce matin. Nous sommes des manipulateurs. Et ça ne sert à rien de se cacher. Le petit bébé dans son berceau, c'est un manipulateur. Les 2 enfants, je vais vous dire la vérité. C'est un manipulateur. Il a un projet, il veut obtenir quelque chose. J'ai mon petit dernier là. J'arrive déjà à déterminer les plaies de manipulation. Quand il veut, voilà, il veut être avec son papa, il pleure, en fait, si quelqu'un passe dehors, il a l'impression qu'on est en train de le torturer, et non, on est en train qu'on maltraite un enfant dans cette maison. Et dès qu'il obtient ce qu'il a, il commence à rire. C'est un manipulateur. Et c'est un artiste, un orateur. Parfois, je l'observe et dis, ah, toi, franchement, tu pourrais venir animer un workshop là-bas au club La Belle Afrique. Si dès le berceau, vous êtes des manipulateurs et des manipulatrices, pourquoi aujourd'hui vous refusez de le devenir de manière réelle et assumée? Moi, j'assume, je suis un manipulateur. Mais je suis un bon manipulateur, c'est ça la différence. La manipulation, c'est quoi? Utiliser des mots, utiliser des lettres, utiliser des outils pour atteindre un but. On parle de propagande, on parle de vision, on parle d'idéologie. Tout ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et je suis là pour vous démontrer que vous et moi, nous sommes des manipulateurs. Et qu'on doit l'accepter. Si on n'arrive pas à l'accepter, on ne va pas évoluer. Parce qu'une fois que tu acceptes que tu es manipulateur, le jour où tu dis que tu es manipulateur, ça ne fait plus rien. Mais en toi, il est inscrit le tout. Tu sais pourquoi tu manipules. Qui est choqué de voir les enfants dans la rue,
dans la rue, des enfants dans la rue, peu importe le pays, qui est à l'aise de les voir dans la rue? Personne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous savez le nombre de mégastructures qu'il faut bouger pour résoudre ce problème? Est-ce que vous savez le nombre de systèmes qu'il faut désaxer pour résoudre ce problème? Je ne parle pas du fait d'aller, ok, ton cœur est touché, tu as rencontré une jeune fille dans la rue, tu décides que celle-là en particulier, tu vas l'aider. Tu n'es pas en train de résoudre le problème. Tu es en train de résoudre, tu n'es pas en train de résoudre le problème des enfants de la rue, tu es en train de résoudre le problème de cette jeune fille. C'est très bien. Okay. Si toute la nation, ou si 20% de la nation faisait ça pour un enfant, le problème serait résolu, n'est-ce pas? Donc, il y a un dispositif mental de 20% de la population qu'il faut aller bouger. C'est une méga structure qu'il faut aller bouger. Tu dois les manipuler. Et si tu refuses de les manipuler, tu es lâche. Tu dois prendre la parole. Tu dois rédiger des discours, les travailler, choisir les mots, aller sur les médias, aller là où il faut, rassembler les gens où il faut pour faire passer ce message. Tu dois les manipuler. Parce que leur cœur est devenu un cœur de pierre, incapable de ressentir ce que toi tu as ressenti lorsque tu as vu cette petite fille de 6 ans dans la rue. Quand tu as imaginé que depuis, quand tu lui as posé la question et qu'elle t'a dit que ça fait 6 mois qu'elle dort dans la rue, tu n'as pas voulu lui poser d'autres questions parce que tout de suite tu as compris tout ce qu'elle a pu suivre. Et tu ne peux plus rentrer chez toi en sachant que tu as laissé une petite fille de 6 ans dans la rue. Mais il se trouve que 20% de la population, eux, ils s'en foutent. Pourquoi tu ne vas pas les manipuler? Pourquoi? Alors que tu as les outils. Alors qu'on t'a formé pour ça. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Parce qu'on m'a dit que tu es manipulatrice. Ah oui, je le suis alors en ce moment-là. Et je vais le faire. Ah oui, je vais vous manipuler. Mais vous ne vous rendrez jamais compte à quelle hauteur je vais vous manipuler. Je vais venir dans vos cœurs ressortir l'humanité. Je vais utiliser les mots pour aller bouleverser vos entrailles, afin que vous puissiez vous réveiller de votre léthargie. Je vais te couper l'appétit. Quand tu vas manger et que tu vas entendre les sons de ma voix, tu vas perdre l'appétit. Tu vas prendre ton repas, tu vas aller le partager aux enfants de la rue. Je vais te manipuler. Parce que j'ai une vision. Oui, mes chers amis, pour devenir un orateur, il faut avoir une vision. Et il faut tenir à cette vision. Et il faut la porter. Il faut choisir les mots qui vont avec cette vision. Et il faut être capable d'envoyer ces mots comme des flèches dans le cœur de ton auditoire. Parce que tu dois les faire bouger. Chacun de nous ici a en lui quelque chose qui fait battre son cœur. Quelque chose qui te met en colère. Quelque chose que tu t'as appris à supporter. Mais tu ne sais pas comment bouger les mégastructures. Comment bouger ces systèmes pour que ça change. Et je suis là pour te donner les armes pour que tu ailles bouger les systèmes. Il n'y a rien de plus puissant que la parole. Il n'y a rien de plus puissant que les écrits. Il n'y a rien de plus puissant que l'entrepreneuriat pour bouger les systèmes. Ah, je n'ai pas encore vécu assez longtemps, mais je peux vous dire des choses qu'on a pu accomplir simplement en prenant la parole. Des choses qu'on a pu accomplir simplement en écrivant des mots. Des choses qu'on a pu accomplir simplement en décidant de démarrer un projet. Je n'ai aucun mal à ceux qui sont dans le salariat. Je n'ai aucun mal à ceux qui ne veulent pas, à ceux qui ne veulent pas écrire ou à ceux qui ne veulent pas parler. Mais je souffre quand je vois des personnes qui ont en eux le potentiel de parler, d'écrire et d'entreprendre, de rien faire. Alors qu'en face, les adversaires, ils n'ont pas... Ils ne se cachent pas. Ils manipulent. Extorquer, ils manipulent pour détruire, ils manipulent pour maintenir en esclavage des foules de personnes. Ils manipulent pour monter une communauté de ce pays contre l'autre communauté. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Où sont les orateurs pour venir contre-attaquer contre ces vrais manipulateurs? Parce que c'est eux les mauvais manipulateurs. Où sont les orateurs pour venir
manipulez aussi manipuler la parole, manipuler les équipes et manipuler les projets pour amener la société à se relever. Mais c'est parce que nous manquons de vision. Tout ce qui nous intéresse, c'est notre vie. Ah non, moi je vais aller à l'école, je finis mes études, je trouve mon petit boulot. Voilà, je vais Me marier, je fais une petite famille. Ah, moi j'ai envie de vivre aussi ma vie. Tu lâches. Tu es lâche. Si c'est ça ta vision de la vie, tu es lâche. Ça ne vaut pas la peine. À ce moment-là, il vaut mieux mourir et disparaître. Mais moi je pense que nous avons une responsabilité. Pour un quartier, pour un village, pour une ville, pour une nation, pour tout un continent, pour un peuple, et pourquoi pas pour le monde entier. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un rêve pour changer le monde? Qu'est-ce qui t'empêche de rêver que tu vas changer le monde dans tel aspect? Pourquoi tu ne veux pas te permettre ce rêve? Qu'est-ce qui t'empêche de rêver que tu changes le monde? Le rêve est gratuit. On t'a déjà, qui a déjà été amendé parce qu'elle rêve de changer le monde? Personne. Et nous tous qui sommes ici là, nous sommes toujours attirés vers les personnes qui veulent changer le monde. Vrai ou faux? On les donne des titres qu'on veut, influenceurs, leaders, machin. En réalité, ce qui nous fascine, c'est que ces gens ont une vision et qu'ils ont les clés pour porter la vision. Vous pensez que c'est facile de se lever et d'aller dire aux gens que oui, moi à partir d'aujourd'hui je vais faire telle chose? C'est pas facile. C'est plein de risques. Le risque d'échouer. Tu n'as pas oublié à faire de la drague. Hein? Tu arrives. Le risque d'échouer. Ah, si je me lève et que je prends la parole et que je glisse, je tombe. Tu glisses, tu tombes, tu prends une pause couchée. Tu continues de parler comme si c'était prévu. Ton talon se casse. Transforme ça en une opportunité. Parce que parfois le stress va casser ton talon. Tu as répété un truc, mais quand tu rentres dans cette pièce-là, avec ton talon 9 cm, que tu as répété avec, tu sais marcher avec, mais le stress fait que ton corps tremble. Il y a une foule de 2000 personnes debout en train de t'acclamer, on vient de t'introduire. Et le maître de cérémonie n'est pas allé de même monde, il a dosé, il a chauffé la salle à blanc. Quand tu rentres là, il a mis la barre haute. Il faut maintenant que tu réponds. Quand tu marches là, crac, tu fais quoi? Et c'est à ce moment-là que ce point, moi je vais vous parler avant que nous puissions échanger, est très important. Tôt ou tard, en prenant la parole, ou en écrivant, ou en démarrant un projet, tu vas te retrouver dans des situations extrêmement dangereuses. Des situations où tu n'auras pas la possibilité de rentrer, réfléchir. C'est des situations où tu devras décider à l'instant même ce qu'il faut faire. C'est comme cette scène que je viens de décrire. Tu es en train de monter sur scène, tu as déjà fait la moitié du parcours, tout le peuple assis te voit. Le pupitre est à quelques mètres. Le talon se casse et tu tombes. Tu as 3 secondes pour réfléchir, décider et agir. Pas plus que 3 secondes. Tu auras beau t'entraîner, il y aura toujours un événement que tu n'auras pas prévu. Il y aura toujours quelque chose que tu n'auras pas prévu.